Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Installez-vous confortablement et commençons par cette première histoire. Le silence des profondeurs. Je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans et je suis guide de randonnée dans les Alpes suisses. Mon mari, Thomas, 30 ans, est photographe animalier. Nous sommes un couple passionné par la nature et ses secrets. Aujourd'hui, nous sommes en route pour une randonnée dans un vallon isolé, accessible uniquement par un sentier escarpé. La région est connue pour ses légendes et ses mythes, mais nous ne sommes pas du genre à nous laisser effrayer par des histoires de fantômes. Le soleil commence à se coucher lorsque nous arrivons au lac glacial qui borde le vallon. L'eau est d'un bleu profond et les montagnes environnantes se reflètent dans sa surface miroitante. Soudain, un silence assourdissant s'abat sur le paysage. Les oiseaux se taisent, le vent s'arrête, et seule la légère brise qui caresse les arbres trouble la tranquillité. Un sentiment d'angoisse m'envahit. Je me serre contre Thomas, qui semble ressentir la même chose. Il y a quelque chose qui cloche, murmure-t-il. Au loin, nous entendons un grondement sourd, comme le roulement d'un tonnerre lointain. Le sol tremble légèrement sous nos pieds. Qu'est-ce que c'était ? Demande Thomas, sa voix tremblante. Je ne sais pas, mais j'ai peur de le découvrir. Le grondement se fait plus fort et plus proche. Le lac s'agite. Des vagues se forment sans raison apparente. Soudain, une immense créature émerge des profondeurs du lac. Son corps est long et sinueux. Sa peau est écailleuse et ses yeux rouges comme le sang. Nous sommes pétrifiés de peur. Nous ne pouvons ni bouger, ni parler, hypnotisés par la monstruosité qui se dresse devant nous. La créature ouvre sa gueule béante, laissant échapper un rugissement terrifiant qui fait vibrer les montagnes. C'est la dernière chose dont je me souviens avant de tomber dans les ténèbres. La lumière du soleil me frappe les paupières. Je gémis, la tête lourde et les muscles endoloris. Je suis allongé sur le sol dur. L'air frais de la nuit mordant mes joues. Je me redresse et regarde autour de moi, confuse. Thomas est à quelques mètres, groggy lui aussi. Le lac glacial s'étend devant nous, paisible et serein. La créature monstrueuse de la nuit, n'était-ce qu'un cauchemar ? Émilie, souffle Thomas en se levant péniblement. Tu vas bien ? Je hoche la tête, essayant de chasser le souvenir terrifiant. Oui, je crois. On dirait qu'on a fait une sacrée chute. En effet, nos vêtements sont déchirés et couverts de boue. Il y a des traces de sang séchées sur mon bras et sur la jambe de Thomas. Nous explorons les alentours, cherchant des signes de la présence de la créature. Mais il n'y a rien. Le silence règne à nouveau, presque trop oppressant. Soudain, Thomas attire mon attention. Il pointe du doigt une inscription gravée sur une pierre, à côté du lac. Les lettres anciennes sont presque effacées, mais j'arrive à déchiffrer quelques mots. Offrande à l'ancienne, paix dans le silence. Un frisson me parcourt le dos. La créature n'était pas un rêve, elle est réelle, et les habitants de la région lui font des offrandes pour apaiser sa colère. Mais qu'est-ce qu'elle attend ? Et comment pouvons-nous échapper à ce vallon maudit ? Nous décidons de suivre le cours d'une rivière qui s'écoule du lac, espérant qu'elle nous conduira hors de la vallée. La marche est difficile, le terrain accidenté, mais la peur nous pousse à avancer. Après plusieurs heures, nous tombons sur une grotte cachée derrière une cascade. La curiosité nous pousse à entrer, espérant trouver un abri ou des réponses. L'intérieur de la grotte est sombre et humide. L'air est lourd d'une odeur de moisissure et de quelque chose d'autre, de sang. Nous avançons lentement, guidés par la lumière vacillante d'une torche que Thomas a allumée. Au fond de la grotte, nous découvrons un autel de pierre
couvert d'ossements et de symboles étranges. Et là, devant l'autel, se tient la créature du lac. Elle est plus impressionnante de près, ses écailles scintillant dans la lumière de la torche. Ses yeux rouges nous fixent, et nous sentons son regard nous transpercer. Nous sommes piégés. La créature ne semble pas hostile, mais nous savons qu'elle est dangereuse. Thomas s'avance timidement, tenant la torche devant lui. Nous ne cherchons pas de problème, dit-il d'une voix tremblante. Nous sommes simplement perdus. Veuillez nous laisser partir. La créature ne bouge pas. Son regard reste impénétrable. Nous avons vu l'inscription au lac, continue Thomas. Nous savons que vous exigez des offrandes. Que pouvons-nous vous donner en échange de notre liberté? Un grondement sourd sort de la gorge de la créature. Ses yeux brillent d'une intensité accrue. Soudain, elle se penche vers Thomas et murmure quelque chose dans une langue que nous ne comprenons pas. Thomas semble surpris. Puis un sourire se dessine sur son visage. Il se retourne vers moi et me dit « Émilie, elle nous demande de chanter la chanson de la liberté. » Je ne comprends pas, mais je n'ai pas le choix. Ensemble, nous mettons à chanter une vieille mélodie que nous connaissions depuis l'enfance. Une mélodie qui parle d'espoir, de liberté. La créature nous écoute en silence, puis lentement, une lueur d'apaisement apparaît dans ses yeux. Son corps se détend, ses griffes se rétractent. Lorsque nous terminons la chanson, un tremblement secoue la grotte. Un passage s'ouvre dans le mur du fond, révélant une sortie vers l'extérieur. La créature nous fait signe de la suivre. Nous obéissons, soulagés mais prudents. Le passage nous conduit à un autre vallon, isolé et paisible. La créature s'arrête à la limite de la forêt et nous regarde une dernière fois avant de disparaître dans les arbres. Nous sommes libres. Et la liberté a un prix. Nous sortons du vallon changés. Nous ne parlerons jamais de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vécu. Le souvenir de la créature, de la grotte et de la chanson restera ancré dans nos esprits. Un secret partagé qui nous lie à jamais. De retour à notre vie normale, nous nous sentons différents, plus connectés à la nature, plus conscients de son pouvoir et de ses mystères. Nous savons qu'il y a quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre, des forces qui opèrent dans l'ombre. Et parfois, lorsque nous nous trouvons seuls dans la nature, nous entendons une faible mélodie qui flotte dans l'air. Un écho de la chanson de la liberté, un souvenir du pacte étrange que nous avons conclu avec l'ancienne du lac. Les murmures du désert. Je m'appelle Aïcha, j'ai 35 ans et je vis à Tombouctou avec mon mari Moussa et nos 2 enfants Ismaël et Mariam. La vie n'est pas facile dans le désert, mais nous sommes heureux et unis. Un jour, Moussa décide de partir en expédition avec quelques amis pour trouver de nouveaux pâturages pour nos chèvres. Il m'assure qu'il ne sera pas parti longtemps. Mais les jours se transforment en semaines et Moussa ne revient pas. L'inquiétude commence à me ronger. Je me rends au marché pour demander des nouvelles, mais personne n'a vu Moussa ni ses amis. Le chef du village me convoque et me dit qu'il a entendu des murmures d'une caravane perdue dans le désert, une caravane engloutie par les sables. Je suis terrifié. Je ne peux pas croire que Moussa soit mort. Je refuse de l'accepter. Je décide de partir à sa recherche, accompagné de mes enfants et de quelques villageois courageux. Nous traversons le désert brûlant, bravant les tempêtes de sable et les dangers de la nuit. Après plusieurs jours de marche, nous arrivons à une oasis abandonnée. C'est là que nous trouvons les restes de la caravane, des ossements blanchis par le soleil, des vêtements déchirés et des traces de combat. Mais il n'y a aucune trace de Moussa. Le cœur brisé, je me résigne à l'évidence. Moussa est mort.
Je serre mes enfants contre moi et pleure sa perte. Soudain, Mariam me tire par la manche. Maman, regarde, dit-elle, en montrant un point à l'horizon. Je regarde et je vois une silhouette se dessiner dans le lointain. La silhouette se rapproche et je reconnais Moussa, amaigri et hagard, mais vivant. Je cours vers lui et le serre dans mes bras. Nous sommes enfin réunis. Moussa nous raconte son histoire. La caravane a été attaquée par des bandits. Il a été blessé et laissé pour mort. Mais il a réussi à survivre en se cachant dans l'oasis. Nous sommes tous soulagés et heureux d'être de nouveau ensemble. Cette épreuve nous a rapprochés et nous a appris la force de l'amour et de la famille. Le retour à Tombouctou est une célébration. Le village entier se réjouit du retour de Moussa, le croyant perdu à jamais. Cependant, son comportement est distant et des cauchemars le troublent. Une nuit, je le retrouve penché sur un étrange symbole dessiné dans le sable. Il murmure des mots incompréhensibles, les yeux vides. Je l'interroge, mais il nie tout, prétendant que ce n'était qu'un rêve. Mais les rêves deviennent plus fréquents, plus intenses. Moussa parle de visions de dunes qui chantent, d'un puits sans fond, et d'une entité maléfique qui lui promet un pouvoir immense en échange de quelque chose de précieux. Il devient obsédé par ces visions, négligeant ses devoirs et s'isolant de plus en plus. Ses yeux se creusent, sa peau devient pâle et une aura sombre l'entoure. Je suis terrifié. Je consulte le vieux sage du village qui me parle d'une ancienne légende. Un démon des sables, assoiffé de pouvoir, qui séduit les âmes perdues avec des promesses trompeuses. Le sage me confie un talisman protecteur sculpté dans l'os d'un djinn et me conseille de confronter Moussa. Je le retrouve dans le désert, debout devant le puits dont il rêvait. Il est prêt à sacrifier son âme pour le pouvoir. Le cœur lourd, je lui montre le talisman et lui rappelle sa famille, notre amour. Je lui raconte les souffrances qu'il nous a causées par son absence, par son obsession. S'ensuit une lutte désespérée. Le démon des sables tente de prendre possession de Moussa, mais le pouvoir du talisman et l'amour que nous lui portons le protègent. Finalement, épuisé, le démon se retire dans les profondeurs du puits, laissant un silence lourd dans son sillage. Moussa s'effondre, tremblant, libéré de son emprise. Il nous faut du temps pour guérir, physiquement et mentalement, mais nous y parviendrons, ensemble. L'épreuve nous a transformés. Nous avons appris que le pouvoir n'a pas de valeur face à l'amour de la famille. Nous veillons désormais sur les jeunes du village, leur transmettant les légendes et les dangers du désert, en espérant qu'aucun d'eux ne succombera jamais au murmure du sable. Les yeux de la montagne. Je m'appelle Diego, j'ai 45 ans et je vis à La Paz avec mes 3 enfants, Sofia, 12 ans, Matteo, 10 ans et Gabriela, 8 ans. Ma femme est décédée il y a 2 ans et depuis, je suis seul pour élever mes enfants. Le travail est dur, mais je fais de mon mieux pour leur offrir une vie décente. Un jour, je décide de leur faire découvrir la beauté des Andes et nous partons en randonnée dans la cordillère. Nous marchons pendant des heures, admirant les paysages sublimes et respirant l'air frais de la montagne. Mais la nuit tombe et nous nous retrouvons perdus dans un épais brouillard. Pris de panique, je cherche un abri pour nous protéger du froid et de l'obscurité. Soudain, nous apercevons une grotte dans la paroi rocheuse. Nous nous y précipitons, soulagés de trouver un refuge. Mais à l'intérieur, une odeur nauséabonde et une atmosphère oppressante nous glacent le sang. Des traces griffent le sol et les murs et des ossements blanchis parsèment le sol. Soudain, un hurlement terrifiant retentit dans la grotte.
Mes enfants se serrent contre moi, terrorisés. Le hurlement se rapproche. Une silhouette immense se dessine dans l'obscurité, ses yeux rouges, brillants comme des braises. C'est une créature monstrueuse, à moitié homme et à moitié bête, avec des griffes acérées et des dents démesurées. Je n'ai que le temps de pousser mes enfants derrière moi avant que la créature ne se précipite sur nous. La créature s'abat sur moi, sa force démesurée me projetant contre le mur. La douleur est vive, mais je me relève aussitôt, l'instinct de survie prenant le dessus. Sophia, Matteo et Gabriella sont terrorisés, leurs visages pâles et leurs yeux remplis de larmes. Courez, leur criai-je. Ne vous retournez pas. Obéissant, mes enfants disparaissent dans les profondeurs de la grotte. Je me retourne vers la créature, un bâton de bois cassé dans ma main. Son rire guttural résonne dans la grotte, effrayant même les chauves-souris qui s'envolent en nuages noirs. Je sais que je ne suis pas de taille, mais je n'ai pas le choix. Je dois protéger mes enfants. Je brandis le bâton et charge. La créature ricane et me frappe d'un revers de sa main, me faisant voler à travers la grotte. Je heurte le sol violemment, la vision floue. Je suis grièvement blessé, mais je refuse de me laisser aller. Mes enfants dépendent de moi. En rampant, je m'éloigne de la créature, cherchant une issue dans le noir. Soudain, je touche un mur froid et humide. C'est une fissure étroite mais praticable. L'espoir renaît en moi. Je me hisse péniblement et me glisse à l'intérieur, la créature hurlant de rage derrière moi. Le passage est étroit et tortueux, à peine assez large pour que je puisse passer. Je rampe dans l'obscurité, le son des battements de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Après ce qui me paraît une éternité, je vois la lumière au bout du tunnel. Je pousse de toutes mes forces et me retrouve enfin dehors sous le ciel étoilé. L'air frais des Andes me fouette le visage. Je suis libre. Mais où sont mes enfants? Je crie leur nom, ma voix résonnant dans la nuit. Une réponse faible parvient jusqu'à moi. Je distingue les silhouettes de Sophia, Matteo et Gabriella au loin, courant vers moi. Nous nous réunissons dans une étreinte serrée, tremblants mais soulagés d'être en vie. La créature des ténèbres est restée prisonnière de la grotte, et nous sommes sains et saufs. Nous ne retournerons jamais dans cette grotte maudite. L'expérience nous a marqués, mais elle nous a aussi rapprochés. Nous avons appris la force de l'amour et de la solidarité face à l'horreur. De retour à la base, nous racontons notre histoire à personne. Les cicatrices physiques guériront, mais le souvenir de la créature et de la nuit terrifiante restera à jamais gravé dans notre mémoire. Un secret partagé qui nous lie. Frères et sœurs face à l'inconnu. Je m'appelle Astrid, j'ai 32 ans et je vis à Stockholm avec mes 5 frères et sœurs, Lars, 28 ans, Anna, 25 ans, Eric, 22 ans, Sophia, 19 ans et Michael, 16 ans. Nous sommes une famille soudée et aimante et nous adorons passer du temps ensemble. Un jour, nous décidons de partir en vacances dans le nord de la Suède, dans une région sauvage et reculée. Nous louons une cabane en bois au bord d'un lac et nous nous préparons à profiter de la nature et de la tranquillité des lieux. Dès notre arrivée, nous sommes fascinés par la beauté des paysages. Des forêts denses et verdoyantes, des lacs cristallins et des montagnes enneigées. Nous passons nos journées à explorer les environs, à faire des randonnées et à nager dans le lac. Mais un soir, alors que nous sommes autour d'un feu de camp, nous entendons des bruits étranges provenant de la forêt. Des murmures, des chuchotements, des crissements de branches. Nous sommes inquiets, mais nous essayons de nous rassurer en nous disant que ce ne sont que des animaux sauvages. Cependant, les nuits suivantes, les bruits se font de plus en plus intenses et plus proches. Nous ne pouvons plus dormir et nous sommes constamment sur le qui-vive. Un jour, alors que nous sommes en train de ramasser des baies dans la forêt, nous sommes surpris par une créature humanoïde. Elle est grande et mince,
avec des longs cheveux noirs et des yeux blancs comme la neige. Elle nous fixe avec un sourire effrayant et nous murmure des paroles que nous ne comprenons pas. Terrifiés, nous nous enfuyons et retournons à la cabane. Nous sommes convaincus que nous avons affaire à un être surnaturel, peut-être un esprit de la forêt. Nous ne savons pas quoi faire et nous avons peur pour notre vie. Enfermés dans la cabane, nous passons la nuit dans l'angoisse. Les bruits dehors redoublent d'intensité, accompagnés de crissements lugubres et de coups frappés contre les murs. Nous n'osons plus allumer la lumière, craignant d'attirer la créature. Au matin, nous sommes épuisés et terrifiés. Nous décidons de nous défendre. Lars, l'aîné, propose de construire des barricades avec du mobilier et de nous armer de tout ce que nous trouvons dans la cabane. Nous travaillons toute la journée, tendus et nerveux. Eric, le plus sensible du groupe, craque et commence à parler de mauvais présages et de malédictions. Sophia le calme, en lui rappelant que nous sommes ensemble et que nous nous protégeons mutuellement. La nuit venue, la créature revient, plus audacieuse. Elle essaie de briser les fenêtres et les portes. Nous nous cachons dans les coins obscurs, armés de haches, de couteaux et même de branches d'arbres. Soudain, la créature parvient à ouvrir une fenêtre. Elle se glisse à l'intérieur, ses yeux blancs nous scrutant. Nous crions et nous nous jetons sur elle, frappant et hurlant. La créature est agile et rapide, esquivant nos coups. Eric, pris de panique, trébuche et tombe. La créature se jette sur lui, mais Anna la pousse violemment. La créature se retourne vers Anna, l'air furieux. Elle lève une main et murmure des mots étranges. Un vent glacial souffle dans la cabane. Et Anna tombe au sol, inconsciente. Nous sommes désespérés. Michael, en larmes, ramasse un morceau de bois et le jette vers la créature. Le morceau de bois la frappe de plein fouet, la faisant reculer. Stupéfaits, nous réalisons que la créature craint le feu. Lars attrape une lampe à pétrole et la renverse sur le sol, créant une flaque de combustible. Michael prend un briquet et l'allume. La créature, horrifiée, recule vers la fenêtre brisée. Nous lui bloquons le passage avec des meubles enflammés. Prisonnière, elle hurle de rage et de douleur avant de disparaître dans la nuit, laissant derrière elle une épaisse fumée noire. Nous éteignons le feu et nous nous rassemblons autour d'Anna. Elle respire, faiblement, mais elle est vivante. Nous la soignons et restons à ses côtés jusqu'au matin. Le lendemain, nous décidons de quitter la cabane et de retourner à Stockholm. Nous sommes profondément marqués par cette expérience terrifiante, et nous sommes aussi soudés par le danger que nous avons dû affronter ensemble. De retour à la civilisation, nous jurons de ne jamais parler de ce qui s'est passé dans la forêt. Mais le souvenir de la créature et de la lutte pour notre survie restera à jamais gravé dans nos mémoires. Un secret partagé qui nous unit. La maison hantée de Willow Creek. Je m'appelle Elia, j'ai 35 ans et je vis seul dans une petite maison à Willow Creek, une ville perdue au fin fond de l'Amérique rurale. Je suis écrivaine indépendante et j'aime la tranquillité de la vie en dehors des grandes villes. Un jour, en me promenant dans la forêt, je tombe sur une vieille maison abandonnée. Elle est à moitié en ruine, ses fenêtres sont brisées et son toit est recouvert de mousse. Intrigué, je décide de l'explorer. L'intérieur est sombre et poussiéreux. Les toiles d'araignée pendent au lustre et les meubles sont recouverts de draps blancs. J'ai un sentiment de malaise, mais je suis également fasciné par l'atmosphère mystérieuse de la maison. En fouillant dans le grenier, je trouve un vieux journal intime datant du début du XXe siècle. Il appartient à une femme nommée Abigail, qui vivait dans la maison avec sa famille. Le journal raconte des événements étranges et effrayants qui se sont déroulés dans la maison. Des bruits nocturnes, des apparitions fantomatiques et des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. Abigail et sa famille ont été terrorisés par ces événements et ont fini par quitter la maison. En lisant le journal, je commence à ressentir une présence invisible dans la maison. J'entends des murmures dans le vent et des ombres furtives se déplacent dans les coins de mon champ de vision. Soudain, j'entends un cri strident provenant de la cave.
Cœur se met à battre la chamade. Je descends les marches en tremblant, une vieille lampe torche à la main. La cave est sombre et humide. L'air est rassis et sent le moisi. Je pointe la lampe torche vers un coin sombre et je découvre une silhouette blanche. C'est une femme, avec une robe blanche désuète. Ses cheveux sont longs et noirs, et ses yeux sont vides et blancs. Elle me fixe avec un sourire terrifiant. Je suis terrifié. Je remonte l'escalier de la cave en courant, et je m'enfuis de la cave en hurlant. Je cours à travers la maison, et je sors dans la nuit, claquant la porte derrière moi. Je m'enfuis dans la forêt, sans savoir où je vais. Je suis seul, terrifié et perdu. Je n'ai qu'une seule pensée, échapper à cette maison hantée et à ses habitants fantomatiques. Je dévale la route de campagne, le cœur tambourinant dans ma poitrine. L'image glaciale de la femme en blanc reste gravée dans ma mémoire. Je ne sais pas depuis combien de temps je cours, poussé par la pure terreur, jusqu'à ce que je m'écroule épuisé au pied d'un vieux chêne. Reprenant mon souffle, je réalise qu'il est impossible de rester dans la forêt toute la nuit. Je dois retourner en ville, chercher de l'aide, mais l'idée de retourner à cette maison hantée me glace le sang. Soudain, je me souviens d'une légende locale racontée par un vieux monsieur au café du village. La légende parle d'un chasseur ayant découvert un rituel amérindien pour apaiser les esprits des morts. Il est censé être inscrit sur des pierres sacrées dans une grotte cachée non loin de la maison. Si la légende est vraie, c'est ma seule chance. Je me lève et guidé par un espoir ténu, je me dirige vers la grotte décrite dans la légende. Le chemin est long et ardu, mais la peur me pousse en avant. Finalement, je trouve l'entrée de la grotte, dissimulée derrière des buissons. L'air à l'intérieur est frais et humide. Je m'enfonce dans les ténèbres, la lampe torche éclairant mon chemin. Au fond de la grotte, je découvre des pierres sacrées. Elles sont gravées de symboles étranges et dégagent une énergie particulière. Je prends une profonde inspiration et commence à lire le rituel à voix haute. En prononçant les mots anciens, je ressens un changement dans l'atmosphère. La température baisse, les courants d'air glacé me traversent et un sentiment d'oppression envahit. Soudain, la femme en blanc apparaît devant moi, sa robe flottant dans l'air. Son visage est plus effrayant que jamais, ses yeux blancs maintenant froids et furieux. Mais je ne recule pas. Je continue à réciter le rituel, ma voix tremblante de peur mais déterminée. La femme en blanc me hurle dessus, son apparition projetant des ombres menaçantes sur les murs de la grotte. Alors que je termine le rituel, une lumière blanche intense jaillit des pierres sacrées. La femme en blanc pousse un cri strident et se désintègre en particules de lumière qui disparaissent dans l'air. L'atmosphère s'adoucit instantanément. La lumière des pierres s'éteint et je me retrouve seul dans le calme apaisant de la grotte. Je sors de la grotte, le soleil levant colorant le ciel de nuances roses et orangées. Je suis épuisée, tremblante, mais vivante. La maison hantée est apaisée, mais je sais que je n'y remettrai jamais les pieds. De retour en ville, je raconte mon expérience à quelques habitants. Personne ne me croit, bien sûr. Ils pensent que j'ai subi une hallucination due à la peur. Mais peu importe ce qu'ils pensent. Je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Je décide de quitter Willow Creek. La ville et la maison hantée ont laissé des marques indélébiles sur mon âme. Je pars vers un nouvel horizon, cherchant la paix et la tranquillité, loin des forces surnaturelles qui hantent les forêts et les vieilles demeures. J'espère que ces histoires vous auront donné quelques frissons. Si cela ne vous a pas trop effrayé, n'hésitez pas à commenter et à rejoindre la communauté. Et surtout, pensez à verrouiller votre porte.